Bonjour à tous. Écoutez, il est 9h30, il est temps de démarrer notre live meeting. Bienvenue à ce live campagne sur le thème de l'après-CIPC, comment s'organiser. Il est vrai que cet après-CIPC semble être un grand chamboulement pour tous les acteurs de la filière et il nous a paru important d'organiser toute une séquence de live campagne sur cette thématique. Donc vous êtes aujourd'hui présents pour la première séquence autour du nettoyage des bâtiments de stockage. Séquence qui sera animée par deux de mes collègues d'Arvalis, Michel Martin et Morgane Flèche. Je les laisserai se présenter. Moi-même, je peux commencer par me présenter. Cyril Anon, je suis animateur de la filière pommes de terre au sein de l'Institut. Donc, mon travail consiste à coordonner l'ensemble des activités pommes de terre menées dans le cadre d'Arvalis. Donc pour cette séquence, une séquence d'une heure, une demi-heure de présentation à deux voix par Michel et Morgane sur nettoyer efficacement son bâtiment de stockage et une demi-heure de réponse aux questions. Vous avez une seconde séquence qui est organisée vendredi matin à 9h30, de 9h30 à 10h30, autour de l'hydrazine maléique, qui semble être un allié important pour la conservation, et beaucoup de questions nous parviennent en ce moment sur quelle est la stratégie à adopter concernant cette hydrazine maléique. Donc, on essaiera vendredi matin d'éclairer vos lanternes et de répondre à toutes les questions sur cette hydrazine maléique. Concernant la suite de l'intervention, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct via la diapo qui vous est affichée en ce moment même. Vous avez une petite boîte de dialogue que vous pouvez ouvrir, vous suivez la procédure et vous pouvez poser vos questions en direct. N'hésitez surtout pas à poser ces questions. Vous pouvez les poser en question en mode anonyme ou en mode public, en y mettant votre nom et prénom. Pas de souci en ce qui concerne cela. Et nous tâcherons d'y répondre en fin de présentation. Cette boîte de dialogue, là où apparaissent les questions, nous permettra à moi et mes collègues de vous mettre quelques informations. Vous avez ici un petit mot d'accueil et je ne manquerai pas aussi à certains moments de vous rappeler qu'une enquête en ligne qui ne vous prendra que quelques secondes à la fin de l'intervention vous permettra de répondre pour savoir si cette intervention vous a plu et si ce sont des choses à renouveler. Donc, dans la foulée, écoutez, moi, mon introduction se termine là. Je cède la parole à mon collègue Michel Martin, qui va se présenter et qui va commencer à intervenir sur le sujet nettoyer son bâtiment de stockage. Michel, je te cède la parole. Merci Cyril. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Michel Martin, je suis responsable du pôle stockage et valorisation des pommes de terre à Arvalis, Institut du végétal. Et donc là, on travaille effectivement depuis plusieurs mois ardemment autour de l'après-CIPC pour faire en sorte que cette transition se passe le mieux possible pour l'ensemble de la filière française et voire même européenne. Donc ce premier volet de l'après-CIPC concernera effectivement le nettoyage des bâtiments de stockage avec au sommaire de cette présentation qui sera animée par moi-même et Morgane qui se présentera en milieu de réunion pour assurer la fin de la présentation. Donc nous évoquerons successivement l'état de la réglementation, où l'on en est aujourd'hui sur cette problématique CIPC, les démarches qui ont été mises en place et conseils pour nettoyer les bâtiments de stockage, qui sont faits en concertation au niveau européen dans le cadre de la Potato Value Chain. On présentera également de manière plus détaillée la problématique de la contamination du bâtiment, au niveau de la répartition de ce niveau de contamination et les méthodes de nettoyage les plus appropriées pour parvenir aux résultats souhaités.
Donc pour commencer cette présentation, on revient un petit peu sur la situation réglementaire de l'arrêt du CIPC et de ses implications. Donc le CIPC, vous le savez tous, je pense, hein, c'est la décision d'arrêt de non-reconduction de son homologation a été faite au mois de juin l'année dernière, avec une date limite d'utilisation fixée au niveau européen, donc au 8 octobre de cette année. Chaque État membre était libre de mettre en place, d'adapter cette directive européenne, et pour la France, les calendriers en fait qui s'annoncent c'est quand même plus serré, puisque à partir de demain d'ailleurs, donc on aura interdiction d'acheter du CIPC et de distribuer du produit concernant le CIPC. Les produits encore disponibles au niveau des exploitations devront être utilisés au plus tard le 8 août. Passé cette date, on aura une interdiction d'utilisation et de stocker les produits contenant du CIPC. Donc, passé le 8 août, tous les produits encore en stock deviendront des PPNU. Le fait d'arrêter le CIPC, donc en plus d'avoir la nécessité de s'orienter vers des orientations autres au niveau de la stratégie de protection des pommes de terre contre la germination, posait la problématique des résidus qui pouvaient subsister au niveau de contamination croisée dans les bâtiments de stockage, puisque le produit, la molécule est assez rémanente. Dans cette démarche, pour répondre à cette question, donc les filières se sont mobilisées depuis plusieurs mois, donc depuis plus d'une année, pour chercher à fixer malgré tout une limite maximale de résidus temporaires, pour éviter d'avoir à ce que la limite maximale de résidus présente réglementairement dans les tubercules tombe à 0 ou très proche à la limite de détection de quantification. Donc là, le calendrier qui s'est mis en place s'est déroulé progressivement depuis le mois de juin l'année dernière, où en même temps qu'il y avait une interdiction, la décision d'interdiction du CIPC a été prise, a été quand même décidé de la possibilité de déposer un dossier pour fixer une LMRT au niveau européen. S'en est suivi des travaux, constitution de rapports, suite à des monitorings réalisés dans des bâtiments qui n'avaient plus de CIPC appliqué depuis quelque temps. Ce sont des rapports qui ont été étudiés d'abord au niveau de l'État membre hollandais par le biais du CTGB, puis l'EFSA, pour ensuite avoir un retour vers la Commission européenne dans le cadre du SCOPAF. C'est un comité permanent qui discute de la problématique d'homologation et d'autorisation des niveaux de résidus sur les produits phytosanitaires. À ce jour, la proposition qui est faite au niveau européen, c'est de valider quand même la possibilité d'avoir une LMR temporaire, ce qui n'était pas forcément évident de facto au départ. On aura bien la possibilité d'avoir un petit peu de résidus de CIPC dans les tubercules, avec un maximum dans un premier temps qui sera fixé à 0,4 mg par kilo, qui sera fixé pour, là c'est pas encore complètement décidé, mais certainement 2 à 3 ans grand maximum avant de descendre à un niveau inférieur. La décision, le vote effectif pour cette limite maximale de résidus temporaires sera fait en fait au mois de septembre, de cette année, fin septembre,
pour une entrée en application effective, certainement à la fin de la campagne prochaine. Normalement, ce qui est attendu, c'est une entrée en vigueur de cet LMR temporaire 10 mois après le vote. Donc, la campagne prochaine, on devrait rester encore au niveau de LMR actuel. Le fait d'avoir ce niveau de contamination, donc quand même acceptable, peut quand même, il est intéressant de regarder un petit peu par rapport au monitoring qui avait été réalisé en France, quel était le niveau de risque que l'on avait à se situer au-dessus ou en dessous de la LMR temporaire. Donc là, on a collecté sur la campagne 2018-2019 plus de 200 échantillons représentatifs des différentes filières, comme vous le voyez, avec des modes de stockage différents, donc stockage en caisse, stockage en vrac. Les résultats de la répartition de ces teneurs en résidus observés dans les échantillons collectés montrent qu'en fait, si pour une LMR fixée à 0,4 mg par kilo, finalement, ça correspond à ce que l'on appelle le percentile 95 à peu près, donc qui a été retenu d'ailleurs par la commission, donc ce qui correspond à un risque de dépassement dans moins de 5% des cas, en tout cas dans un premier temps, tant que l'on sera à ce niveau de 0,4 mg par kilo. Donc c'est relativement peu. Bon, malgré tout, il y a quand même toujours la commission n'a pas, dans l'examen des données, n'a pas pris en considération les valeurs maximales qui avaient pu être observées, hein, mais bien ce percentile 95. Donc le risque n'est pas déjà nul pour la prochaine campagne. Ce risque peut être également, pourra être plus important également à l'avenir, dans le sens où l'LMR temporaire sera fixé, va évoluer donc selon ce petit schéma. Donc j'évoque juste maintenant. Donc là où on va passer de 10 mg par kilo actuellement à 0,4 mg par kilo donc à la fin de la campagne 2020-2021 pendant un certain temps avant de redescendre à des niveaux inférieurs. Donc, il est à noter que dès la fin de la campagne, dès la fin d'année 2021, la commission va demander également un rapport un petit peu de niveau de contamination des pommes de terre observées lors de la prochaine campagne pour examiner la possibilité de baisser le plus rapidement possible cette teneur en résidus autorisés. Si lorsque l'on va aller vers des valeurs beaucoup plus basses, donc en termes de teneur en résidus observés dans des échantillons prélevés dans des bâtiments, là le risque peut s'accroître nettement plus. Là vous voyez par exemple, si on prend la limite de quantification du CIPC qui est de 0,01 mg par kilo, donc 40 fois plus faible encore que la limite qui va être fixée actuellement. Dans ces cas-là, si on prend le cas d'un bâtiment ici qui avait été suivi sur la campagne 2018-2019, donc on avait des applications régulières de CIPC, tous les échantillons quasiment dépassaient cette limite de quantification. Donc si dans un premier temps, dans ces échantillons, on voit que la valeur maximale était de 0,14, donc largement inférieure aux 0,4 qui seront prévus dans un premier temps, le risque de dépassement pour les années à venir pourra être beaucoup plus important. D'où l'importance à accorder le plus rapidement possible au nettoyage et à la dépollution des pommes de terre. Sachant que on a
il y a un intérêt très fort également à être vigilant sur ce point, puisque si les teneurs en résidus des pommes de terre dépassent ce niveau acceptable, hein, donc fixé à 0,4 mg par kilo en cours de la campagne prochaine, les pommes de terre qui dépasseront ces niveaux-là, selon le principe du no food, no feed, ne pourront plus du tout être utilisées pour une utilisation de consommation humaine, voire même animale. Donc, ce sera uniquement là des pommes de terre qui devront partir soit au compostage, soit en méthanisation. Donc vraiment, il y a une importance grande à accorder à cette problématique du nettoyage. Cette problématique du nettoyage a été prise en compte au niveau national. On verra tout à l'heure des résultats que vous présentera Morgane. Ces résultats ont été intégrés en collaboration également avec des organismes des pays voisins dans le cadre de directives, d'une documentation qui a été élaborée au printemps dernier par la Potato Value Chain, donc qui rassemble l'ensemble des organisations professionnelles qui gravitent sur le secteur de la pomme de terre, à la fois les producteurs, le marché du frais, la transformation en produits frits, en snack, le secteur féculier également s'est investi dans cette Potato Value Chain. Donc ces différents documents, vous pourrez les télécharger, donc on vous remettra le lien tout à l'heure. Ils regroupent à la fois une lettre d'introduction, des directives de nettoyage, une infographie, un autocontrôle, un guide d'autocontrôle et un guide visuel de nettoyage. Ce premier élément, on ne va pas rentrer à fond dans ces textes. Malgré tout, en ce qui concerne ces directives de nettoyage, les points principaux à noter sont les suivants. Globalement, donc, ce qui est important, ça va être de nettoyer tous les stockages et les équipements ayant reçu du CIPC de façon à réduire le plus rapidement possible le niveau de contamination croisé susceptible d'être reçu par les tubercules lors des prochaines saisons de stockage. Importance également de garder des traces écrites et des photos des opérations réalisées, donc de façon à sécuriser à la fois le producteur et l'acheteur donc des pommes de terre sur le fait qu'il y a des opérations de nettoyage qui ont été faites pour réduire ce risque de dépassement de l'NMR temporaire. Ce nettoyage doit se faire tout d'abord par un nettoyage à sec, puis complété autant que nécessaire par un nettoyage haute pression, donc à l'eau, pour compléter, achever parfaire le nettoyage du bâtiment ou des pièces liées au stockage. Les grosses dépôts secs ont tout intérêt dans un premier temps à être enlevés mécaniquement, donc grattés, collectés, en veillant à intensifier notamment le nettoyage sur les zones les plus contaminées. On le sera illustré tout à l'heure, donc ce sera essentiellement le ventilateur, le couloir technique. Travailler également de manière raisonnée, du haut vers le bas. Donc là, c'est quand même un point très important pour éviter les risques de redistribution des résidus lors des opérations de nettoyage. Donc à la fois cette hiérarchie descendante des opérations et ne pas hésiter à aspirer en
en même temps que l'on nettoie les résidus qui s'échappent de ces opérations de nettoyage. Lorsque le nettoyage aura été réalisé, on a également, même si le CIPC est moyennement volatile, on a tout intérêt à maximiser l'aération du bâtiment. On le verra tout à l'heure également de manière très illustrative, les palox donc ont tout intérêt également à être mis à l'air libre pour favoriser cette élimination là quasiment naturelle du CIPC. Dans les cas les plus compliqués, on peut avoir également un intérêt donc dans les bâtiments les plus anciens, lorsque les niveaux de contamination apparaissent les plus élevés, intérêt à rénover certains éléments du stockage, notamment tout ce qui va, toutes les pièces en bois qui risquent d'avoir absorbé en quantité très importante du CIPC. Ça peut être, entre guillemets, si on regarde ça de manière un peu plus positive, un point qui pourra être valorisé si on souhaite réutiliser par la suite des nouveaux produits qui nécessitent des bâtiments bien étanches notamment pour garantir une bonne efficacité antigerminative de ces nouveaux produits. Au niveau de la documentation, donc en plus de ces directives et pour être plus pédagogue, en fait, a été édité également une infographie qui reprend l'ensemble des points plus particuliers. Donc là, je vous inviterai à regarder cette planche de manière plus détaillée, planche qui met notamment en avant les différents types d'opérations et les zones les plus à risque sur lesquelles il va falloir insister. Donc ce sera essentiellement tout ce qui va concerner le couloir technique et les systèmes, les conduites de ventilation. Compte tenu de la nécessité et de l'importance induite des reteneurs en résidus présents dans les tubercules, il y a tout intérêt également à ce que le producteur liste bien donc ces opérations qu'il a pu réaliser. C'est pourquoi une fiche d'autocontrôle et d'engagement a été éditée dans le cadre également de cette documentation PVC à laquelle a contribué Arvalis avec la structure anglaise HHDB. Donc vous voyez ici par exemple un petit tableau donc qui peut permettre d'illustrer et de tracer assez simplement tout ce qui a pu être fait par le producteur pour réaliser le nettoyage de ces installations. Donc là c'est écrit peut-être un peu en petit, mais vous voyez les gaines de ventilation, le sol, les palox, les ventilateurs et quel type d'opérations de nettoyage ont pu être réalisées à ces différents niveaux. Pour illustrer la qualité du nettoyage et se sensibiliser aussi à la nécessité d'obtenir des surfaces les plus propres possibles, un guide visuel également à partir de photos a été également élaboré pour faciliter un autodiagnostic de la qualité de nettoyage.
Donc l'ensemble de ces consignes nettoyage donc ont été diffusées par la Potato Value Chain, comme je le disais, ont été en partie définies par des références obtenues en France. Et donc là, c'est ma collègue Morgane qui va illustrer un petit peu les résultats que l'on avait obtenus pour vous montrer un peu plus précisément les niveaux de performance à laquelle on peut s'attendre pour ces différents types d'opérations. Merci Michel, merci pour cette présentation à la fois de la partie réglementaire et puis de toute la mise en œuvre au sein de l'Europe de la construction de ces plaquettes, de ces méthodes de nettoyage. Et donc dans la foulée, comme Michel le disait, on laisse la main à notre collègue Morgane Flèche qui se présentera pour la suite des étapes et vous présenter quelques résultats. Morgane, c'est à toi. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir passé la main Cyril. Donc je suis ingénieure stockage et conservation à Arvalis et je travaille sur la partie inhibiteur de germination sur pommes de terre et donc sur toute la partie CIPC et les problématiques qu'il y a derrière, donc la rémanence, le nettoyage et les alternatives au CIPC. Donc effectivement, il y a eu des expérimentations au niveau du CIPC. Donc tout d'abord, on s'est demandé où était réparti le CIPC. Donc pour cela, on a prélevé des planches de bois de Palox qui avaient un historique de plusieurs dizaines d'années thermonébulisées avec du CIPC. Et on a réalisé des prélèvements à différentes profondeurs, donc de 0 à 2 mm, de 2 à 4 mm et enfin de 4 à 6 mm. Et on voit sur le graphique de teneur moyenne en résidus de CIPC que la majorité du CIPC se retrouve dans les 2 premiers millimètres. Et c'est donc cette partie-là qui va être facilement éliminable par un bon nettoyage. Donc par la suite, on s'est demandé comment était réparti le CIPC au sein même d'un bâtiment. Donc ici, vous avez un graphique qui reprend des prélèvements qui ont été réalisés sur différents matériaux d'une dizaine de bâtiments. Donc plutôt sur la partie à gauche, vous avez des prélèvements vraiment dans l'aire de stockage, donc sur le sol, au niveau des gaines de ventilation, sur différents types de murs, béton, bois, parpaing. Et sur la partie droite, vous avez plutôt les prélèvements faits dans le couloir technique. Donc, il y a le sol, couloir technique et les ventilateurs. Et également le mur contre CT. Alors là, c'est la partie mur qui est quand même dans l'aire de stockage, mais c'est vraiment le mur qui est contre le couloir technique. Et là, on voit bien que les résidus sont majoritairement concentrés dans de la partie couloir technique ou proche du couloir technique, notamment au niveau des ventilateurs. On a même dû couper l'histogramme pour que ça puisse rentrer dans le graphique. Sinon, la barre monte beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est vraiment la partie couloir technique qui est la plus contaminée. Donc, comme vous l'a expliqué Michel, on conseille tout d'abord d'enlever tout ce qui est dépôt. Donc, comme vous l'a expliqué, j'utilisais plutôt des aspirateurs pour éviter de remettre les suspensions et tous les résidus de CIPC en suspension dans le bâtiment et du coup de recontaminer encore plus. Donc l'aspirateur pour la partie aire de stockage. Et vous avez aussi la possibilité, notamment pour tout ce qui est caillebotis, qui est souvent plus difficile à nettoyer, vous avez la possibilité d'utiliser des robots qui sont spécialement conçus pour ça et qui du coup peuvent vous faciliter cette partie-là du travail. Donc au niveau des expérimentations, on a mis en place un essai dans un bâtiment agriculteur. Et là, on a réalisé donc un bâtiment agriculteur qui avait bien reçu du CIPC pendant plusieurs dizaines d'années. Et là, on a testé du coup des nettoyages en haute pression à l'eau chaude et également à l'eau froide. Et on a également testé avec des produits qui potentiellement pouvaient avoir une efficacité d'élimination du CIPC. Donc, ce qu'il en ressort principalement, c'est qu'on peut aller jusqu'à 91% d'efficacité d'élimination des résidus de CIPC. On a une hétérogénéité quand même un petit peu en fonction des différentes surfaces, mais par contre, on n'a pas vu de différence significative sur cet essai entre l'utilisation de l'eau de pression à chaud ou l'utilisation de l'eau de pression à froid.
Et ce qui est à noter également, c'est qu'on a remarqué une forte hétérogénéité quand on ajoutait des substances complémentaires qui, voilà, normalement pouvaient avoir un effet sur le CIPC. Donc pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de produit miracle, on va dire, pour éliminer le CIPC, et c'est des choses qui vont être retravaillées par la suite. Donc, on s'est également posé la question de comment nettoyer au mieux les palox, parce que c'est sûr qu'on peut le faire au Karcher, mais ça devient vite fastidieux, parce que c'est assez long à réaliser pour faire le nettoyage en profondeur. Et si vous disposez d'un certain nombre de palox, ça peut être un peu compliqué. Donc, il faut savoir qu'il existe des laveuses automatiques de palox, comme vous pouvez le voir sur la photo. Là, c'était 3 agriculteurs qui l'avaient acheté en commun et qui, du coup, se la partageaient pendant l'intersaison pour nettoyer tous leurs palox. On a réalisé des prélèvements sur les 2 premiers millimètres. Donc, rappelez-vous, c'est ici que se situe tout le CIPC. On a réalisé des prélèvements avant nettoyage et après nettoyage. Donc, sur le graphique des résidus du CIPC, vous avez 2 cas. Donc, le Palox 1 qui est peu contaminé au départ. Donc là, on a environ 20 ppm au départ, non lavé. Et une fois lavé, on a une efficacité de 73% d'efficacité d'élimination du CIPC. Et sur la droite, vous avez le Palox numéro 2 qui, lui, du coup, est beaucoup plus contaminé en CIPC. Selon la place qu'il peut avoir dans le bâtiment, ça peut affecter là-dessus. Et vous voyez, on arrive à une efficacité de 65% d'élimination du CIPC en un lavage. Donc après ça, on s'est également posé la question de savoir quel effet ça avait de laisser les palox à l'extérieur. Donc c'est une expérimentation qu'on a mis en place en prélevant des planches de palox contaminés au CIPC depuis de nombreuses années. Et on a fait les comparaisons avec les planches en intérieur et les planches en extérieur soumises du coup à la solarisation, au vent et à la pluie. Donc sur le graphique, vous avez le point de départ pour les 2 planches. Et vous voyez qu'après 2 mois et après 4 mois de stockage, on va dire, de ces palox-là dehors ou à l'extérieur, vous avez une diminution du CIPC plus importante quand les palox sont situés à l'extérieur. Donc on n'aura pas forcément une efficacité à 100% avec ce type de procédé, mais c'est quelque chose, on va dire, à prendre en compte également pour aider, on va dire, au nettoyage et à éliminer plus facilement le CIPC. Donc, il y a également la possibilité d'utiliser un nettoyeur à vapeur, donc notamment pour la partie couloir technique qui peut être un peu plus délicate avec toute la partie électrique, et également pour utiliser moins d'eau pour le nettoyage qui peut se poser souci, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Donc, vous avez ce type d'appareil. Vous voyez sur les 2 photos de droite, vous avez un avant-après d'un bâtiment qui a été nettoyé avec ce type d'appareil. Donc, à Arvalis, on n'a pas de référence technique encore avec ce type de produit, mais il a été utilisé, par exemple, aux Pays-Bas ou en Allemagne, et ils ont de bons résultats avec ce type d'appareil. Donc, quelques petites règles à bien avoir en tête lors du nettoyage, c'est que le nettoyage pourra l'atteindre jusqu'au plafond, les parties hautes, les évaporateurs suspendus. Il faudra utiliser une nacelle, donc une nacelle avec un Karcher, il faut quand même prendre les précautions nécessaires pour ne pas mettre les opérateurs en danger. Il est également conseillé d'avoir un équipement de protection individuel qui évitera d'être contaminé, on va dire, par ces eaux qui peuvent être fortement contaminées avec le CIPC, et également de gérer tout ce qui est déchets nettoyage autant sec que humide, comme des déchets de résidus phytosanitaires, parce que voilà, potentiellement, il peut y avoir une forte concentration de contamination avec le CIPC. Et sur la partie adaptation des bâtiments, alors ça peut être nécessaire dans certains cas, ou en tout cas ça peut être optimal pour nettoyer les bâtiments. Donc sur la gauche, je vous ai mis 2 photos. Donc tout à gauche, c'est une photo qui a été prise dans le couloir technique d'un agriculteur. Donc vous voyez tous les petits amas qui sont des cristaux de CIPC. Donc là, voilà, l'agriculteur a commencé à enlever ses planches de palox, c'est ce qu'on peut voir ensuite sur la photo de droite, pour pouvoir nettoyer au mieux cette partie-là qu'il aurait eu un petit peu de mal à faire avec ses planches de palox. Et également, comme ça, ces planches de palox, il va repartir avec des nouvelles qui ne sont pas contaminées. Comme le bois est très poreux, il y a quand même une bonne partie de CIPC imbibée dedans.
pour aller plus loin, il aurait même pu changer toute la structure de son couloir technique, parce que voilà, pareil, les bassins en bois sont également bien contaminés, et également vraiment pour faire au mieux, on va dire, pourquoi pas changer ses ventilateurs, parce que là, c'était un bâtiment qui avait bien reçu une trentaine d'années de CIPC, et on voyait sur les ventilateurs des amas de cristaux. Donc là, ça peut être une option de changer les ventilateurs qui seront du coup neufs en CIPC et avoir des ventilateurs plus performants, pourquoi pas à modulation de vitesse, qui consommeraient moins d'énergie. Également, sur la photo à gauche, je vous ai mis une photo de ventilateur où là, on avait des planchers en bois, des planches anti-retour. Et là, cet agriculteur-là, on avait vraiment des petits morceaux de cristaux de CIPC qui tombaient des ventilateurs, des volets en bois. Donc, bon, dans ces cas-là, il faut quand même se poser la question s'il ne serait pas plus avantageux de changer au moins ces parties-là en bois et de bien nettoyer tout ce qu'il y a autour. Et il y a également la partie, on va dire, étanchéité des bâtiments. Donc ça, vous pouvez déjà faire un test visuel de votre bâtiment, voir si vous voyez visuellement des problèmes. On pourrait y avoir des problèmes d'étanchéité, hein, notamment sur les planches d'isolation, voir si elles sont bien alignées. Ce test d'étanchéité, il peut être complété après par un test de fumigation. Donc là, vous pouvez potentiellement vous rapprocher du pôle bâtiment de la Chambre d'agriculture. Parce que si le bâtiment n'est pas étanche, ça peut poser souci pour utiliser les alternatives d'inhibiteurs de germination. Donc on fera une session spéciale sur l'inhibiteur de germination. Donc je ne vais pas m'approfondir plus sur ce point-là. Mais bon, sachez que l'étanchéité des bâtiments devient quand même relativement importante avec cette fin du CIPC. Donc ici, vous avez un lien sur un article qui est créé depuis quelques temps sur Arvalis Info, mais qui est mis à jour très régulièrement. Donc c'est un article complet qui reprend sur la réglementation, donc toutes les nouveautés, la LMR temporaire, de quoi il en est, sur comment gérer la campagne avec la fin du CIPC. On fait également des points sur le nettoyage des bâtiments, des points sur toutes les solutions alternatives au CIPC, et également voilà, les adaptations potentielles qu'il pourrait y avoir à faire sur ce bâtiment. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire des tours régulièrement sur cet article-là, qui pourrait fortement vous aider sur un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser.